Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la suite du TD numéro 3 associé au cours de physique quantique dont vous pouvez retrouver les cours sur cette chaîne. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce TD numéro 3, puis on a vu les TD 1 et 2 dans des vidéos précédentes. Je m'étais arrêté, je reprends donc ce TD numéro 3 dont vous trouverez toujours l'énoncé dans la description sous la vidéo. C'est donc un TD général sur les spins 1,5, c'est-à-dire donc des qubits représentés par des spins 1,5. Donc je vous renvoie au cours et aux vidéos précédentes. On a déjà vu donc un premier TD sur l'orientation du spin, la notion d'orientation dans l'espace à 3 dimensions. On a vu ensuite un exercice sur la mesure du spin, lorsqu'il est préparé dans une certaine direction et qu'on mesure dans une autre direction, etc. Et puis là, donc c'est le troisième exercice de ce même TD, donc qui concerne l'interaction du spin 1,5 avec le champ magnétique. Alors allons-y, on considère que notre système est donc notre système c'est le spin 1,5 en question. Notre système est immobile mais soumis à un champ magnétique orienté selon OZ. Donc on a un champ magnétique orienté dans une certaine direction, bon, quelconque, hein, on l'appelle Z, la direction en question. Donc B égale B0 UZ, si vous voulez, hein, une composante suivant UZ. Et alors, l'opérateur associé à l'énergie du système est le hamiltonien H égale 2 mu B sur H bar SZ BZ. Oui, alors deux remarques. D'abord, le hamiltonien, toujours en physique quantique, c'est l'opérateur associé à la grandeur physique énergie. L'énergie est une grandeur physique, il lui est associé à un opérateur auto-adjoint qui se représente sur n'importe quelle base par une matrice hermitienne. Donc on l'appelle le hamiltonien, très bien. Et là, ce que vous voyez en fait, c'est... alors, BZ, ce n'est rien d'autre donc finalement que ce que j'ai appelé B0 ici. Donc on va garder les notations d'énoncé. Hein, c'est la composante de B suivant Z, mais il n'y a pas d'autre composante, hein, puisque B est suivant Z. On l'appelle Z, la direction du champ magnétique. Et donc là, il y a l'opérateur composante du spin dans la direction Z, hein, vous pourrez voir la vidéo précédente, on a abondamment discuté de la signification de ça. Hein, donc ça, c'est en fait H bar sur 2 fois la matrice de Pauli sigma Z qui, dans la base des plus Z moins Z, c'est-à-dire des vecteurs propres de l'opérateur SZ associés donc aux valeurs propres H bar sur 2 et moins H bar sur 2, s'écrit comme la matrice de Pauli, sigma 3, hein, donc celle-ci c'est la sigma 3 qui, dans cette base, cet opérateur s'écrit donc comme ceci, hein, évidemment puisque c'est la base des vecteurs propres associés précisément à ces valeurs propres-là, hein, donc fois H bar sur 2. Ok, et donc alors là, ça c'est intéressant. Alors mu B, c'est ce qu'on appelle le magnéton de bord. Magnéton de bord, bon, enfin c'est juste un nombre, hein, c'est en fait mu B, ce n'est rien d'autre que E H bar sur 2m E, hein, donc la charge élémentaire, la constante de Planck réduite, H sur 2pi, et la masse de l'électron ici. Et donc en fait, vous reconnaissez probablement ici, donc 2 sur H bar fois Z, ce n'est rien d'autre que sigma Z, donc ceci c'est mu B sigma Z BZ. Je précise d'ailleurs que le champ B est traité dans cet exercice comme une grandeur classique, hein, c'est-à-dire que c'est un vecteur standard, il ne s'agit pas là de quantifier le champ électromagnétique et de faire de la grandeur physique B elle-même un opérateur, comme ça devrait être le cas, hein. Toutes les grandeurs physiques sont des opérateurs qui agissent dans un certain espace de Hilbert en physique quantique, mais on traite ici le système qui est le spin 1,5 comme un système quantique, interagissant dans un champ B extérieur considéré de manière classique. Hein, donc ça c'est un vrai vecteur standard, le vecteur champ magnétique qui pointe dans une certaine direction, ici la direction Z. Alors donc on reconnaît ici en fait, sachant qu'il n'y a de composante de B que suivant Z, on reconnaît en fait ici sigma scalaire B. Hein. Cette chose-là, ce serait normalement sigma x bx
plus sigma y by, hein, comme on l'a vu quand on a fait sigma scalaire à u, un vecteur unitaire quelconque, plus sigma z bz, et simplement, comme by égale 0 et bx égale 0, eh bien, ceci, en fait, s'écrit sigma z bz. Alors, pourquoi je le note comme ça? Eh bien, simplement parce que vous vous souvenez que l'énergie, classiquement, l'énergie d'un moment magnétique mu dans un champ magnétique B, eh bien, c'est moins mu scalaire B, n'est-ce pas? L'énergie est minimale lorsque mu est aligné suivant B. Et donc, ça, ce n'est rien d'autre, en fait, que la version quantique de cette énergie classique. Donc ça, c'est bien la grandeur physique associée à... Pardon, c'est bien l'opérateur associé à la grandeur physique énergie. Alors, ça, c'est l'opérateur. Donc ça, c'est, si vous voulez, le moment magnétique de la particule de spin 1,5, ce serait effectivement ceci. Hein. Alors avec toujours ce vecteur qui n'en est pas un, enfin on a abondamment discuté cette chose-là, mais qui se comporte de la même... Enfin, en moyenne, lorsqu'on mesure ces composantes, ça se comporte comme si c'était un vecteur pointant dans une certaine direction, etc. Donc, revoyez la vidéo précédente. Alors, vous vous interrogez peut-être sur l'absence du moins ici, hein, parce que ça, on dirait que c'est moins l'énergie. Non, mais c'est qu'en fait, par définition, le magnéton de bord, c'est cette quantité-là, avec E, la charge élémentaire de l'électron. Mais en fait, la charge de l'électron, c'est... Enfin, la charge élémentaire, la charge de l'électron, c'est moins, évidemment, c'est moins E. Hein, donc, en fait... il est là. Hein. Donc vous avez, c'est cette énergie-là, et on en fait, qui est l'énergie classique d'un moment magnétique dans un champ magnétique, eh bien en physique quantique, l'opérateur qui lui est associé, c'est simplement, donc B on le laisse classique, mais notre système élémentaire, notre spin 1,5, lui, sa grandeur physique moment magnétique devient, et ça c'est ce que nous dit l'expérience de Sternegger-là, etc., devient en fait un opérateur qui agit dans un espace à deux dimensions. Dans un espace, oui, à deux dimensions, donc l'espace de Hilbert, des états de spin qu'on a étudié donc à nouveau précédemment. Donc ceci, en fait, l'expression qu'on nous donne n'est rien d'autre que exactement ça, c'est-à-dire l'énergie classique rendue quantique en réalisant qu'en réalité ce moment magnétique n'est pas un objet classique ordinaire, mais est un objet quantique avec les propriétés qu'on a vues. Bien, alors c'était un peu l'introduction pour expliquer ce qu'on fait. Je peux peut-être écrire du coup directement la ligne qu'il y avait ici, c'est-à-dire donc on a vu que c'était mu b, donc sz fois 2 sur h bar, c'est bien effectivement sigma z bz, ou bz c'est juste b, hein, c'est la composante suivant z, mais il n'y en a pas d'autre. Sinon il y aurait plus sigma x bx plus sigma y by. Ok, alors petit a, les opérateurs sx et sy commutent-ils avec le hamiltonien? Donc on nous demande si sx et sy commutent avec h. Alors ça, bon, je vais laisser les deux formes. Donc 2 sur h bar sz bz. Alors on sait déjà que, enfin si vous voulez, ça c'est h bar sur 2 sigma x, et ça c'est h bar sur 2 sigma y. Nous savons déjà, bien sûr, connaissant les matrices de Pauli, que sigma x ne commute pas avec sigma z ni sigma y, et donc sx ne commute pas avec sz et sy ne commute pas avec sz. Bref, donc, effectivement, ces deux opérateurs-là, qui sont donc les opérateurs composantes du spin dans la direction x et composantes du spin dans la direction y, ne commutent pas avec le hamiltonien. Ça, c'est clair. Alors, et la suite de cette même question, c'est les états propres plus x et moins x, donc qui sont les états propres de l'opérateur composante du spin dans la direction x, et plus y moins y, qui sont donc les états propres de l'opérateur composante du spin dans la direction y. Autrement dit, ce sont les vecteurs d'état auxquels correspond une valeur bien définie pour cela de Sx,
et celle-ci correspond à la valeur bien définie h bar sur 2, celle-ci à la valeur bien définie moins h bar sur 2. Et pareil ici pour y, valeur bien définie de la composante suivante y du spin. On nous demande donc si ces états propres-là ont une énergie bien définie. Eh bien la réponse est évidemment non. Hein. Pour avoir une énergie bien définie, il faut être état propre de l'opérateur énergie. Or, ces états propres qui sont vecteurs propres, donc pour ceux-là, de cet opérateur-là, ne sont pas vecteurs propres de Z ou sigma Z et donc de H, simplement parce que on sait très bien, les états propres de H sont les états propres de sigma Z ou de SZ, et donc dans la base, enfin ce sont en fait, bon, c'est ceux qu'on a notés plus Z moins Z. Alors c'est un peu difficile parce que comme tout ça a été vu dans le TD d'avant, je ne sais plus trop ce qu'on avait dit, mais enfin ça au moins on l'avait dit, hein, ça ce sont les états propres de l'opérateur SZ et sigma Z. Et on sait très bien que plus X est en fait une combinaison linéaire de plus Z et moins Z. Je pense qu'on l'avait même explicitement écrite, plus X, ce n'est rien d'autre que 1 sur racine de 2 plus Z plus 1 sur racine de 2 moins Z. Donc, lui, il a une valeur de l'énergie bien définie, puisqu'il a une valeur de SZ bien définie. Et lui aussi a une valeur de l'énergie bien définie, puisqu'il a une valeur de SZ bien définie. Mais ce n'est pas la même. Lui a une valeur de l'énergie qui vaut μB fois BZ, et lui, moins μB fois VZ. Donc, ça a une valeur de l'énergie bien définie, ça a une autre valeur bien définie de l'énergie, et donc ça n'a pas de valeur bien définie de l'énergie, puisque c'est la combinaison de deux états qui ont une valeur bien définie, mais pas la même. Bien, ok. Donc la réponse à la question est très simple, hein, j'ai un peu trop parlé sans doute pour dire une chose si simple. Ces vecteurs propres, vous vous rappelez que si deux observables commutent, il existe des bases de vecteurs propres communs, et inversement, s'il existe une base de vecteurs propres communs, les observables commutent. Il suffit d'écrire les représentations matricielles des opérateurs en question dans la base de vecteurs propres communs. À ce moment-là, c'est diagonal, et évidemment, ça commute. Hein. Donc, il y a une équivalence entre commuter et avoir une base de vecteurs propres communs, c'est-à-dire avoir une base de vecteurs à valeur bien définie des grandeurs en question. Donc là, ce n'est pas le cas. Ces opérateurs ne commutent pas, et il n'y a pas... Enfin, les vecteurs propres de l'un ne sont pas vecteurs propres de l'autre. Donc on ne peut pas avoir à la fois une énergie bien définie et une composante suivant X du spin bien définie. Pareil pour Y. Par contre, pour Z, évidemment, oui. Hein, évidemment, ce sont les mêmes vecteurs propres. Donc on peut avoir à la fois une composante de SZ bien définie et une énergie bien définie, c'est d'ailleurs même équivalent en l'occurrence. Ok, ça c'était petit a. Alors, petit b. Donner les états propres de l'hamiltonien et les énergies propres associées. Bon, on l'a presque fait. Donc les états propres du hamiltonien, ce sont les états propres de SZ et donc de sigma Z. Donc c'est ceux qu'on avait notés plus Z et moins Z. Et donc les voilà. Et les valeurs propres associées, enfin du coup qui sont des énergies propres, qui sont les valeurs bien définies de l'énergie qui sont possibles pour ce système. Alors pour ce vecteur-là, c'est ce que j'ai dit là juste avant. Hein, si vous voulez, la valeur propre de ça c'est h bar sur 2. La valeur propre de ça c'est 1. Et donc ça fait effectivement mu b bz pour l'énergie. Donc je sais pas, je peux l'appeler E plus peut-être. Et lui a une valeur bien définie de l'énergie que je vais du coup noter E moins. Et ça va simplement être, donc ça fait moins h bar sur 2, ça fait moins 1. Et donc moins mu b bz. Donc voilà les deux énergies propres. Pour simplifier les discussions ultérieures, on exprimera H uniquement en fonction de sigma z et de la différence d'énergie delta E entre les deux états propres. Alors la différence d'énergie, donc on nous propose d'appeler delta E effectivement E plus moins E moins, c'est-à-dire en fait 2 mu b bz.
et du coup H serait écrit comme 1,5 de sigma Z de delta E. Alors allons-y. 1,5 delta E sur 2 sigma Z. Donc voilà en fait effectivement la forme du Hamiltonien qui est extrêmement simple dans ce cas. Je ne me suis pas trompé, hein, non c'était ça. Ok, très bien. En tout cas c'est la bonne dimension, hein, ça c'est sans dimension, la matrice sigma Z bien sûr. Alors, très bien. Cette séparation des énergies du système en présence d'un champ magnétique porte le nom d'effet Zeeman. Donc ça, sans doute, vous avez déjà entendu parler de l'effet Zeeman, néerlandais, hein, qui a eu le prix Nobel il y a bien longtemps. Hein. C'était un des premiers prix Nobel, je ne sais pas, au début, vers 1900, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Je ne sais plus trop. Donc, cet effet Zeeman, effectivement, c'est l'observation que lorsqu'un atome se trouve dans un champ magnétique, eh bien, ses niveaux d'énergie se dédoublent. Hein, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des niveaux d'énergie correspondant à différentes orbitales atomiques. Les orbites, alors la notion d'orbitale est un peu trop classique pour décrire proprement ce qui se passe. Mais enfin, vous avez différents états possibles pour un électron dans un atome, hein, soumis au champ du noyau. Alors, champ qui implique essentiellement le champ électromagnétique. Et donc, vous pouvez passer d'un état à un autre, d'un état propre de l'énergie à un autre état propre de l'énergie par transition. Et lors de cette transition, vous observez une raie, donc l'émission d'un photon à une fréquence bien définie, h nu égale delta E, où delta E est la différence d'énergie entre les niveaux, donc entre les différents états propres de l'énergie dans l'atome. Mais lorsque l'atome est placé dans un champ magnétique, eh bien, chaque niveau d'énergie, en fait, on peut observer que ça se dédouble. C'est-à-dire, concrètement, on voit que la fréquence émise, ou la longueur d'onde émise, se dédouble. Donc, il y a deux longueurs d'onde voisines qui sont émises au lieu d'une. Et ça, c'est lié au fait que vous avez les électrons associés, enfin, les électrons de l'atome, en fait, peuvent avoir un spin qui est ce qu'il est, donc il fait partie d'un espace vectoriel de dimension 2. C'est un spin 1,5, ce sont des électrons, et donc ils peuvent donner lieu, via ce spin, à justement une énergie spécifique, en plus de l'énergie de l'interaction de l'électron dans le champ du noyau, etc. Il y a l'interaction de l'électron avec le champ magnétique du milieu extérieur. Donc, deux électrons, l'un spin up ou l'un spin down, ou peu importe, tous les électrons, quel que soit leur état de spin, je veux dire comme ça, quel que soit leur état de spin, tous les électrons sur un même niveau d'énergie, donc dans un même état propre de l'énergie vis-à-vis du champ de l'atome, ont la même énergie par définition justement. Or, si on place l'atome dans un champ magnétique, eh bien à ce moment-là, en plus de l'énergie associée aux interactions au sein de l'atome, se trouve une énergie supplémentaire associée à l'interaction entre l'électron et non plus le champ de l'atome, mais le champ magnétique extérieur. Or, cette interaction avec le champ magnétique extérieur fait apparaître deux valeurs, donc elle n'est pas la même pour tous les électrons dans le même état de l'atome. Bon, c'est peut-être un peu confus tout ce que j'ai dit. En tout cas, vous voyez que se rajoute un terme. Si vous calculez l'énergie d'un électron dans un atome, en plus de l'énergie qu'il y a de façon standard, il y a une énergie d'interaction avec le champ magnétique extérieur. Et donc l'énergie standard au sein de l'atome ne dépend pas du spin de l'électron, mais celle avec le milieu extérieur, avec le champ B extérieur, en dépend. Et donc ça va, comme il y a deux états possibles pour l'électron, ça va dédoubler les raies et vous allez avoir deux états propres qui ont l'énergie standard
liées à l'interaction au sein du noyau, plus delta E ou moins delta E suivant donc, le spin. Bon, bref, j'ai été un peu long pour expliquer ça. Donc voilà de quoi il s'agit. Alors, puis bon, par ailleurs, ce n'était pas vraiment ce qui était demandé, mais enfin, voilà, c'est quand même important de comprendre que l'effet Zeeman, c'est en fait l'interaction du moment magnétique associé aux électrons dans l'atome avec le champ magnétique extérieur, et c'est pour ça, bien sûr, qu'il ne se manifeste que s'il y a un champ magnétique extérieur. Et vous voyez aussi, d'ailleurs, qu'il est proportionnel, donc ce delta E, si vous vous rappelez, c'était donc, c'était UB fois BZ. Donc ce delta E est proportionnel à BZ. Donc ça c'est intéressant, si vous doublez la valeur du champ magnétique, eh bien vous allez doubler la différence d'énergie entre les deux niveaux, et donc vous allez séparer de plus en plus les raies émises ou absorbées par l'atome à mesure que vous augmentez le champ extérieur. Bon, très bien. Alors Zeeman a observé ça avant qu'on comprenne de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Il n'y avait pas du tout de notion de spin hein, à l'époque de Zeeman. Hein. Alors, petit c, d'après l'équation de Schrödinger, les états propres de l'hamiltonien ont une évolution temporelle très simple. Ils évoluent au cours du temps via un terme de phase de type E puissance moins I oméga I t. Alors oui, ça c'est malheureusement, on n'a pas encore fait cette partie de cours, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, peut-être au moment où certains d'entre vous la voient, les cours correspondants sont déjà disponibles, mais ce n'est pas le cas pour les étudiants qui suivent le cours au fur et à mesure. Alors, donc, du coup, il y a un petit blabla là pour expliquer l'intérêt du hamiltonien, c'est que les états propres du hamiltonien ont une évolution temporelle très simple. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que si vous avez un état propre, je vais l'écrire de façon encore un peu plus générale que ce qui est écrit là. Ah bah oui, non, c'est grosso modo ce qu'on nous dit là. Si vous êtes dans un état propre du hamiltonien H, correspondant donc à une certaine valeur bien définie de l'énergie, disons EI, eh bien cet état-là évolue dans le temps de telle façon qu'il est égal, donc l'état, je vais le noter comme ça, l'état du système, je ne sais pas s'il faut mettre le T là ou T là, enfin l'état du système à l'instant T est égal à l'état du système à l'instant 0 fois E puissance. Alors, il y a une convention si c'est soit H bar, pardon, I E sur H bar T ou moins I. Alors apparemment la convention qu'on nous propose ici, je vais l'écrire comme ça, I oméga IT, où cette énergie-là, EI, c'est H bar oméga I. Donc à chaque énergie correspond une certaine pulsation, donnée par E égale H bar oméga, ou si vous préférez une certaine fréquence E égale H nu I, hein, parce que ça c'est juste 2pi fois ça, et ça c'est ça sur 2pi, donc voilà. Et donc ça c'est quelque chose qu'on verra dans le cours, et qui est complètement général. Un état propre de l'énergie évolue dans le temps, en vertu des lois de la physique, quel que soit le système. Un état propre de l'énergie évolue dans le temps en faisant varier son vecteur d'état par une loi comme ça, où vous voyez que du coup ça c'est un nombre qui a une phase, enfin qui est une phase, c'est-à-dire qui a un module égal à 1. Donc à l'instant t, l'état du système est juste un certain multiple de l'état à l'instant 0. Et par conséquent, il représente en quelque sorte le même état physique, au sens où si vous mesurez l'énergie, vous allez trouver EI toujours, et si vous mesurez une autre grandeur, vous aurez la même probabilité de trouver n'importe quel résultat que si vous étiez à un instant 0. Hein. Donc ces états propres de l'énergie sont vraiment très particuliers. On les appelle d'ailleurs des états stationnaires. Alors, pas parce qu'ils sont réellement stationnaires au sens où ils n'évolueraient pas, ils évoluent, mais ils évoluent simplement par une phase qui ne modifie pas la manière dont ils interagissent avec des instruments de mesure quelconques, quelle que soit la grandeur mesurée. Donc, ils sont néanmoins, du point de vue de leurs interactions ou
ou du résultat d'une mesure de quelque grandeur physique que ce soit, ces états-là n'évoluent pas, bien que, strictement parlant, bien sûr, ils évoluent. Alors, est-ce qu'on peut complètement négliger cette évolution? Non, parce que si vous faites une combinaison linéaire de deux états propres de l'énergie, mettons, allez, alpha E1 plus bêta E2, et si vous faites évoluer ça dans le temps, mettons que ça c'est à l'instant 0, vous avez ça. À l'instant t, vous aurez quoi? Eh bien, lui, il va devenir E puissance moins i oméga 1t, hein, ou E1 égale h bar oméga 1, et lui, donc fois lui-même, pardon, hein, et lui va devenir E puissance moins i oméga 2t fois lui-même. Et donc, en fait, vous allez obtenir ça, quoi. Hein, parce qu'évidemment, l'évolution d'un système est linéaire. Si lui évolue comme ça et lui évolue comme ça, la combinaison linéaire évolue comme la combinaison linéaire des évolutions individuelles. Hein. C'est vraiment le principe de base de la physique quantique. La propriété de base, si vous voulez. Et alors, donc, il est vrai que ce vecteur-là, ce vecteur d'état-là, représente le même, enfin, a le même comportement physique que celui-là. Il est vrai que ce vecteur-là a le même comportement physique que celui-là. Mais cette combinaison linéaire n'a pas le même comportement physique que celle-là. Parce que ça c'est un multiple de ça, ça c'est un multiple de ça, mais ça, ce n'est pas un multiple de ça. Dès lors que oméga 1 et oméga 2 ne sont pas les mêmes. Si oméga 1 et oméga 2 est le même, eh ben je mets E puissance moins i oméga 1 t en facteur, et effectivement, ça, c'est un multiple de ça. Mais s'ils ne sont pas les mêmes, bah, c'est tout simplement pas un multiple. Et donc, il faut faire attention. Hein. On dit que les états propres du Hamiltonien sont des états stationnaires parce que leur évolution temporelle en tant qu'état propre, individuel, conduit à des états qui ont le même comportement physique, quel que soit le contexte, mais des combinaisons linéaires de ces états propres vont évoluer en des états qui n'ont pas le même comportement physique. Donc il y a quand même, c'est ça, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça que c'est toujours dangereux de dire le vecteur psi et le vecteur lambda psi, c'est le même. Non, c'est pas le même. Ils correspondent à des états qui se comportent exactement de la même façon. Donc on peut dire que ils représentent le même état physique, mais ce ne sont pas les mêmes vecteurs d'état. Or, c'est l'espace vectoriel des états qui est le plus profond, en quelque sorte. C'est une façon de voir ça. Et c'est pour ça que dans une combinaison linéaire, évidemment, lambda psi ou psi, c'est pas la même chose. Hein, parce que sinon, en fait, il n'y aurait qu'une seule combinaison linéaire. Il y aurait E1 plus E2, peu importe ce coefficient-là. Si multiplié par un coefficient, ça ne changeait rien. Hein. Donc faites bien attention à ça. Néanmoins, voilà ce qu'il en est. Pour un état propre du Hamiltonien, donc ça c'est quelque chose qu'on verra de manière très générale dans le cours, pour un état propre du Hamiltonien, voilà le comportement temporel, c'est-à-dire voilà l'évolution de l'état au cours du temps. Bien, c'était donc rappelé dans l'énoncé, puisque on n'a pas encore vu ça à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors, si l'on prépare le système à l'instant t égale 0 dans l'état psi de 0, donc justement, on nous donne l'état à l'instant 0, et on nous dit que c'est plus z. Hein, donc vous vous rappelez comment on peut préparer un état dans un système dans un certain état. Il suffit là en l'occurrence par exemple de mesurer la composante z de son spin, et il y a deux réponses possibles, plus h bar sur 2, moins h bar sur 2. Eh bien, ceux qui ont répondu plus h bar sur 2, ceux qui sont sortis par la voie du haut du Stirling-Gerlach, si vous voulez, sont ceux-là. Et les autres, ce seront les moins z. Donc, on peut préparer un système dans un état donné en mesurant la grandeur physique dont l'état voulu est vecteur propre. Donc, ok, on prépare le système à l'instant t égale 0. Que vaut psi de t à un instant ultérieur? Et donc, voilà, on nous demande... Voilà, en gros, c'est un peu... ça va récupérer ce que j'ai déjà un peu dit. Donc, plus z... C'est ça qu'on nous demande? Oui, c'est ça. Donc, plus z, en fait, est vecteur propre de l'énergie avec la valeur propre delta E
Je me suis pas trompé avec un facteur 2 tout à l'heure? Ah oui, quand j'ai écrit 1,5 tout à l'heure, c'était 2. Attendez. Oui, oui, j'ai écrit delta E sur 2. Oui. En effaçant, j'ai mal recopié. Il y avait un 2. Alors, excusez-moi, mais vous l'avez sans doute repéré. Donc, on a H qui valait 2 delta E sigma Z, non? C'est ça? J'espère. Oui. Est-ce que c'est ça? Voyons, voyons. On avait mince, mu B sigma Z BZ. Ça donne... Oui, c'est ça. Donc l'énergie, on avait un E+, donc pardon, je ne sais pas, je me suis emmêlé tout à l'heure. On avait un E+, qui valait ça, un E-, ah non, si, oh là là, je suis perdu. Un E- qui valait ça, et donc on a bien un delta E. Oui, non, c'est ça, non, c'était bon, pardon. J'ai eu une frayeur inutile. On nous dit que delta E, c'est la différence entre les deux. Donc c'est bien 2 mu B BZ. Et donc mu B BZ, c'est bien delta E sur E. Non, non, donc c'est bon. Ok. Donc delta E sur 2, pardon. Alors delta E sur 2, c'est... Oui, donc delta E sur 2, c'est justement H bar oméga. C'est ça, c'est le H bar oméga plus. En fait, c'est ça. E plus c'est ça, et E moins, c'est moins delta E sur 2. C'est bien ça, ça moins ça, c'est bien delta E. Ok, bon, ça y est, on a raccroché. Donc E plus, c'est ça, hein, avec les notations qu'on a introduites. Donc c'est, je vais appeler ça H bar oméga plus. Et lui, je vais l'appeler donc H bar oméga moins. Donc s'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, qu'à cela ne tienne. Hein. Donc la phase augmente ou diminue, enfin tout dépend de la référence qu'on prend ici. Mais donc si on est dans cet état-là, l'évolution telle qu'elle est indiquée pour un état stationnaire, telle qu'elle est rappelée dans l'énoncé, dit que psi de t, c'est justement E puissance moins i, et bien oméga plus t fois psi de 0. Alors, pour le plus, en fait. Hein. Et si, on nous demande dans l'état moins, j'imagine. Voilà, si on prépare dans l'état moins, donc ça va être avec oméga moins. Je vais le noter là, j'ai peur de m'embrouiller encore tout à l'heure. H bar oméga plus, c'est, on a dit que c'était delta E sur 2. Ok, et H bar oméga moins, donc ça fait plus 1. Ok, donc si maintenant, en fait, psi de 0, c'est moins z, donc on démarre avec un spin down, un spin moins 1,5 dans la direction z. Au cours du temps, on a un état qui va évoluer comme ceci. Donc oméga moins, c'est moins oméga plus. Écoutez, je vais noter. Aïe, aïe, aïe. Problème de notation. Je vais noter oméga 0, celui qui correspond à delta E sur 2. Et je vais avoir donc moins oméga 0t là et plus oméga 0t là. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas moins et ça, c'est pour le cas plus. Bien. Ok. Alors, ça, oui, c'est ça. Là, on n'est plus dans le cas de l'effet Zeeman où il y a en plus l'énergie d'interaction de l'électron avec le champ de l'atome. On a un électron qui est libre. Il est juste quelque part dans l'espace, hein, puis on suppose on le cloue, il est à un endroit donné, on s'intéresse juste à son interaction avec un champ magnétique extérieur, donc c'est la seule énergie qui entre en jeu. Le seul Hamiltonien qu'on a écrit. Et donc voilà l'évolution quand on est dans cet état-là et quand on est dans cet état-là. Très bien. Alors maintenant, on fera intervenir la différence d'énergie delta E définie ci-dessus. Ah, bah alors. Bon, bah ok, donc bah ça, si vous voulez, on peut écrire ça.
je vais le faire pour celui-là. Simplement, il faut écrire oméga 0 comme delta E sur 2h bar. Donc E puissance plus delta E sur 2h bar T. Petite 0. Et là, pareil, moins delta E sur 2h bar T. Du coup, c'est pas possible. Plus là, pardon, et ce sera moins là. Bon. Oh, ça va être compliqué aujourd'hui. Je fais un peu des bêtises là. Bref. Alors, petit d. On prépare maintenant le système à l'instant t égale 0 dans un état qui n'est pas un état propre du Hamiltonien. On le prépare dans l'état psi de 0 égale plus, mais le plus du x, donc le vecteur propre associé à, ayant une composante bien définie du moment magnétique suivant x ou du spin suivant x. Valant h bar sur 2 pour le spin. Alors, exprimer cet état initial dans la base plus z moins z, donc ça, on l'a vu, on l'a vu avant, et vous vous en souvenez, c'est 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 moins z. Donc, en fait, ça rejoint exactement ce que je disais précédemment. Et en déduire l'évolution de cet état au cours du temps. Donc, si à l'instant 0, on est dans cet état-là, à l'instant t, dans quel état est-on? Alors là, on ne peut pas simplement appliquer un facteur de phase, comme ici, à cet état-là, puisque cet état-là n'est pas état propre du Hamiltonien. Mais par contre, chacun des deux l'est, et donc l'évolution d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des évolutions, et donc voilà ce qu'on obtient. Ça fait 1 sur racine de 2, donc lui évolue comme ça. Je vais quand même laisser les oméga 0, parce que je ne vois pas l'intérêt de traîner des delta E sur h bar, sur 2h bar. Donc, moins i oméga 0 t, s'il y a besoin plus tard, on verra, fois plus z. Et puis là, 1 sur racine de 2, e puissance, plus i oméga 0 t, moins z. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Soit vous êtes dans un état propre du Hamiltonien, et l'évolution est complètement triviale. Dès lors que vous connaissez l'énergie, bien sûr. Et si vous êtes dans un état propre, bien l'énergie, c'est l'énergie associée, c'est la valeur propre du Hamiltonien pour ce vecteur-là. Donc, soit vous êtes dans un état propre du Hamiltonien, l'évolution est triviale, soit vous n'êtes pas dans un état propre du Hamiltonien, mais vous pouvez décomposer le vecteur d'état sur la base des états propres du Hamiltonien, et chacun individuellement a une évolution triviale, et donc la combinaison linéaire qui représente votre état a aussi une évolution simple finalement, qui est juste la combinaison linéaire des évolutions de chaque composante individuellement, de chaque composante de la combinaison linéaire. Bon, ben voilà, c'est ça la réponse. Voilà. Alors ensuite, petit e, par comparaison avec des résultats précédents, mince, qu'on n'a plus en tête. Bon, on verra. Montrer que l'état de spin psi de t effectue une précession, dite précession de l'Armor. Enfin, pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'on n'a pas on n'a plus les résultats précédents. Alors on va voir ce qu'on peut faire. Effectue une précession, dite précession de l'Armor autour de l'axe OZ. Donc, alors, je vais effacer, je vais laisser ça au cas où. Donc, on avait notre direction Z qui est la direction du champ magnétique. Et là, on démarre avec un vecteur dont le spin serait en train de pointer, enfin, si c'était un vecteur standard, il pointerait dans la direction X. En tout cas, sa composante suivant X, donc la grandeur physique composante suivant X, a une valeur bien définie, h bar sur 2, dans cette direction-là. Et en ce qui concerne le moment magnétique, donc ça vaut mu b par là. En fait, moins mu b, vu que c'est un électron. Peu importe la norme. Enfin bon, bref. Point dans la direction X. Alors, on veut nous faire voir que au cours du temps, donc l'état se modifie. Ah oui, très bien. Non, mais si, ça va être très simple. Ça va être très simple. Il suffit de se souvenir l'expression générale de plus indice U. Vous vous souvenez? Donc ça, c'est
ce qui correspond classiquement à un spin qui pointe dans la direction U. Alors ça doit être encore dans l'énoncé si on va s'en souvenir, mais oui, c'était dans l'énoncé, donc dans le premier exercice. Plus U, ce n'est rien d'autre que cos θ sur 2 plus Z plus sin θ sur 2 E puissance I phi moins Z. Vous vous souvenez? Ou θ, donc si on écrit, bon, ouais, on avait représenté X, Y, Z, donc le vecteur U dans une direction quelconque repéré par θ et phi. Alors là, on part d'un vecteur qui, et d'ailleurs, on est parti du vecteur plus X, donc celui-là. C'est-à-dire, θ, le vecteur plus X, correspond à θ égale pi sur 2, bien sûr, et phi égale 0. N'est-ce pas? On peut vérifier d'ailleurs, si on met θ égale pi sur 2 là-dedans, ça fait cos de pi sur 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, et la sin de pi sur 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, e puissance i fois 0, 1. Donc on retrouve par cette formule générale que dans le cas particulier, on s'intéresse à plus dans la direction x, on a bien ce vecteur-là. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, ce vecteur qui démarre en θ égale pi sur 2 et phi égale 0, se trouve à l'instant t où? C'est-à-dire pointant dans quelle direction? Eh bien, c'est simple, il suffit de regarder le lien entre ça et ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en facteur ici e puissance moins i oméga 0 t, vous allez voir tout de suite pourquoi. Je veux me raccrocher de cette expression à celle-là, c'est-à-dire je veux trouver le θ et le phi qui correspondent à ce vecteur-là à l'instant t. Comme ça, je saurai dans quelle direction ça pointe. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aucune chance que ça, ce soit égal à un cos θ sur 2. Mais c'est pas grave, puisque cet état, il est ce qu'il est à une constante multiplicative près. C'est-à-dire si je change sa normalisation globale, pas juste 1, mais globale, par un certain facteur, j'aurai le même comportement physique. Donc s'il y en a un qui pointe, si ce vecteur-là pointe dans une certaine direction U, ce vecteur-là fois e puissance i oméga 0 t pointe encore dans la même direction U, d'accord? Correspond à un état pointant dans la même direction U, enfin deux spins pointant dans la même direction U. Donc je vais multiplier cet état par e puissance i oméga 0 t. Qu'est-ce que je trouve du coup? Ça fait 1. C'est pour ça que je le fais, d'accord? De façon à avoir ici un nombre réel, puisque dans cette représentation-là, j'ai un nombre réel sur la composante plus z. Je pourrais multiplier ce vecteur par ce que je veux, et je garderai un vecteur qui correspond au même état physique. Donc, si je multiplie par i oméga 0 t, je trouve 1 sur racine de 2, ça, et puis là, du coup, j'ai un 2 i oméga 0 t moins z. Donc en fait, si je démarre à l'instant t0 avec ce vecteur-là, plus x, j'ai à l'instant t ce vecteur-là, ou n'importe quel multiple de lui, c'est le même vecteur pointant dans la même direction, enfin pour le spin. Et du coup, maintenant, je dois comparer ceci, cette expression, qui est le vecteur à l'instant t, avec ceci. Eh bien, ça saute aux yeux, à l'évidence, θ sur 2 reste égal à pi sur 4, le cos et le sin, donc θ est toujours, psi de t correspond à θ qui est toujours pi sur 2, donc le vecteur est toujours dans le plan x ou y. Par contre, son phi qui était 0 au départ, avec ici un e puissance i fois 0, maintenant c'est plus 0, c'est 2 oméga 0 t. Donc phi égale 2 oméga 0 t. Alors si je le réexprime en fonction de delta E, ça fait donc 2 oméga 0 t, ça fait delta E t sur h bar. Souvenez-vous, h bar, c'est les dimensions d'une action, donc d'une énergie fois un temps, ou d'une quantité de mouvement fois une position. Enfin, voilà, en l'occurrence. Donc, c'est bien homogène. Donc, voilà, en fait, ça répond très simplement à la question. Si vous partez avec le vecteur correspondant à un spin
pointant dans la direction X, on a vu dans le TD précédent, dans la vidéo précédente, ce que ça signifiait précisément, mais disons-le vite comme ça. Si on démarre avec un spin qui pointe dans la direction X, eh bien, au cours du temps, ce spin reste dans le plan X ou Y, mais voit le phi de la coordonnée sphérique de la direction dans laquelle il pointe augmenter proportionnellement au temps, c'est-à-dire qu'on a effectivement une rotation de la direction dans laquelle pointe le spin à vitesse angulaire constante en fait. Hein. Le phi point, si vous voulez, le phi point c'est 2 oméga 0, c'est-à-dire delta E sur h bar. Donc on a bien une précession autour de l'axe OZ de la direction dans laquelle pointe le spin. Donc voilà ce qu'il en est. Vous avez un spin vous avez un certain champ magnétique. Si vous démarrez avec un spin dans une direction perpendiculaire, eh bien, ce qui va se passer, son évolution temporelle va faire qu'il va tourner, précesser autour de la direction du champ magnétique. Bon, ben voilà, en fait, ça répond à la question. Vous voyez, c'était pas compliqué. Et il faut bien réaliser ce qui se passe. On a le vecteur de départ. On l'écrit sous forme d'une combinaison linéaire des états propres du Hamiltonien. Pourquoi? Parce que les états propres du Hamiltonien, on sait comment ils évoluent. Alors, bon, j'ai retiré les termes en question, là. Et du coup, on a l'évolution du vecteur dont on est parti. Et ensuite, il suffit de l'identifier à l'expression générale d'un vecteur dans l'espace de spin d'un spin et demi, qui est comme ceci, et il n'y a qu'à lire sur l'expression de ce vecteur quelle est la direction dans laquelle le spin pointe à l'instant t, c'est-à-dire quels sont les θ et les φ qui lui correspondent. Bon, ben voilà, c'est fait. Alors, petit f, à quel instant l'état atteint-il moins x? Alors, on va atteindre moins x lorsque phi sera égal à pi, tout simplement. Alors, phi est égal à pi quand t égale eh bien, pi h bar sur delta E. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, on peut écrire h bar, c'est h sur 2pi. Donc, si vous préférez, on peut écrire h sur delta E. Moi, je préfère, de manière générale, travailler avec h bar, hein, de toute façon. Bon, peu importe. Donc, voilà l'instant auquel le spin s'est entièrement retourné et pointe dans la direction opposée de sa position de départ. Et quelle est la période de la précession? La période de la précession, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour complet, donc pour faire 2pi, donc c'est 2 fois ça. Bon, je ne l'écris pas, mais enfin, il n'y a pas de difficulté. Alors, petit f, on effectue une mesure du spin selon l'axe OX à l'instant t. Oui. Ah, d'accord. Alors, je vais laisser... Bon, je vais effacer... beaucoup de choses. Ouais, on verra. Donc, on a vu qu'on a un spin. Alors, je vais faire en vue du dessus. Hein, donc, j'ai Z qui pointe vers nous. On a démarré en X, dans la direction X. Et ce qu'on voit, c'est que le spin précesse autour de Z. Hein, c'est vu par au-dessus, d'accord? Et donc, la direction dans laquelle pointe le spin, au sens traduction classique de ce que ça signifie réellement au niveau quantique, on a déjà discuté, tourne donc autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire ici, phi point, puisqu'il s'agit de la coordonnée phi qui vaut 2 oméga 0, ou si vous préférez delta E sur h bar, bien. Et donc, on nous dit qu'on fait une mesure à l'instant t de la direction suivant x. Alors, à l'instant 0, si on mesure la direction suivant x, on va trouver h bar sur 2 pour le spin. Mais à un instant ultérieur, lorsqu'on se trouve dans la direction... alors, à l'instant t, alors, ouais, je vais réécrire psi à l'instant t,
on a dit que c'était celui qui pointe, donc c'est 1. Alors ça c'est toujours 1 sur racine de 2. Donc psi à l'instant t, c'est ça, plus 1 sur racine de 2 fois, donc E puissance I phi de t, c'est-à-dire 2 oméga 0 t moins z. D'accord ? Donc effectivement, ça c'est l'expression, alors ça ou un multiple de ça, hein, vous pouvez remultiplier par E puissance moins I oméga 0 t si vous voulez, mais ça ne va rien changer aux probabilités. Donc on est dans cet état-là et on mesure le spin dans la direction x. Ah oui, alors, pour connaître la probabilité de mesure, parce que je suppose que c'est ce qu'on nous demande, calculer l'évolution de la probabilité de mesurer spin up dans cette direction, c'est-à-dire la probabilité de trouver plus h bar sur 2 lorsqu'on mesure Sx. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait réécrire, je vais faire d'abord de la façon un tout petit peu plus longue, mais qui est peut-être celle à laquelle vous pensez spontanément, et après on va voir comment on peut court-circuiter ça. La façon un petit peu plus longue, c'est de se dire, je cherche à mesurer cette grandeur-là. Et donc, je voudrais pouvoir écrire cet opérateur comme une combinaison linéaire des états propres de Sx. Parce qu'une fois que j'ai cette combinaison linéaire, alors la probabilité d'obtenir plus h bar sur 2, c'est simplement module au carré du coefficient de plus x. Et la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2, c'est le module au carré du coefficient de moins x. Alors faisons-le comme ça. Plus z, j'espère que vous voyez en rouge, donc je réécris 1 sur racine de 2, plus z, on a vu que c'était 1 sur racine de 2 plus x plus 1 sur racine de 2 moins x. On a vu ça il y a longtemps, mais on l'a revu là. Et puis, on a ça, donc plus 1 sur racine de 2 E puissance 2i oméga 0 t fois moins z, qu'il s'agit d'exprimer maintenant en fonction des plus x et moins x. Donc, alors, moins z, c'est 1 sur racine de 2 plus x, moins 1 sur racine de 2 moins x, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est bien un vecteur qui est orthogonal à celui-là. Si vous faites ça, scalaire ça, ça fait 1,5, 1,5, moins 1,5 fois 1,5. Bon, enfin, 1 sur racine de 2, bref, au cas, bref. Ça fait bien 0. Donc, c'est bon. Alors maintenant, on continue le développement. Donc, suivant plus x, on a 1,5 ici. Et là, on a 1,5. Donc, on a 1,5 facteur de 1 plus e puissance 2i oméga 0 t. Ça, suivant plus x. Et puis, suivant moins x, on a 1,5 facteur de 1 moins e puissance 2i oméga 0 t. Suivant moins x. D'accord ? Donc voilà une autre expression du même vecteur psi de t. Hein, c'est toujours le vecteur psi de t. Ici, exprimé comme une combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Et là, exprimé comme une combinaison linéaire de ces vecteurs de base-là. Je choisis la base que je veux, je peux toujours exprimer n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire des deux vecteurs de base. Alors, celle-ci a l'air plus compliquée, les coefficients sont bien plus compliqués que ceux-là, certes. Par contre, cette base-là est adaptée à la mesure de cette grandeur-là, puisque ces vecteurs-là sont les états propres de cette grandeur physique. Et donc, si on était dans cet état-là, mesurer Sx+, Sx composante suivant x du spin, nous donnerait à coup sûr plus h bar sur 2. Si on était dans cet état-là, on obtiendrait à coup sûr moins h bar sur 2. Mais on n'est pas dans cet état-là ni dans cet état-là, on est dans cet état-là, la combinaison particulière de celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on fait la mesure ? Eh bien, comme vous le savez, ça va donner comme si on était dans cet état-là avec la probabilité module de ça au carré, ou alors, et aléatoirement, comme si on était dans cet état-là, c'est-à-dire moins h bar sur 2, avec comme probabilité module de ça au carré. Et donc la question qu'on nous pose en l'occurrence, c'est quelle est la probabilité de trouver spin up, c'est une façon de dire plus h bar sur 2, donc la probabilité de trouver comme si on était dans cet état-là, eh bien, c'est finalement, je vais écrire
là, c'est module de ça au carré, c'est-à-dire 1/4 fois module de ça au carré. Et alors, module de ça au carré, le module d'un nombre complexe au carré, c'est lui fois son complexe conjugué. Alors, je vais l'écrire un peu, juste pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais le développer. Parce que je suis un peu fatigué là aujourd'hui, je risque de me tromper si je cherche à le voir d'emblée. Hein, donc, on est d'accord que c'est ça fois son complexe conjugué, donc 1/4 de ça fois ça. Et donc, ça fait 1. Donc, 1/4, hein, évidemment, facteur. 1 plus... alors, lui fois lui, ça va faire 1 aussi. Donc, il y aura 2. Plus, eh bien, lui plus lui. Hein, donc, E puissance 2i oméga 0t plus E puissance moins 2i oméga 0t. Et ça, c'est sympathique parce que ce truc-là, ce n'est rien d'autre que 2 fois le cosinus de 2 oméga 0t. N'est-ce pas? Et par conséquent, on a au total, donc la probabilité qu'on cherche, ouais, je vais la mettre là quand même. La probabilité qu'on cherche, c'est P, alors donc P de trouver plus h bar sur 2, hein, quand on mesure Sx, c'est donc 1/4 fois 2, donc 1,5, facteur de 1 plus cos de 2 oméga 0t. Voilà. Alors ça, c'est très agréable. Alors ça, on peut le réécrire encore. Ça fait... Donc ça, c'est cos carré plus sin carré. Et ça, c'est cos carré moins sin carré. Donc ça fait 2 cos carré. Donc ça, en fait, ce n'est rien d'autre que le cos carré de oméga 0t. Hein, un peu de trigonométrie. Ça ne fait jamais de mal. Voilà. Alors, on peut représenter cette... on peut représenter l'évolution... Je sais vraiment plus, si je peux effacer ça maintenant, c'était juste l'intermédiaire de calcul. Si on représente cette évolution au cours du temps, eh bien c'est un cos carré, ou si vous voulez, c'est un 1,5. Enfin, donc, en moyenne, on voit bien, hein, en moyenne, ça va faire 1,5. Hein, c'est sûr que si vous moyennez sur une période, un truc qui tourne, en moyenne, alors, oui, vous allez aller de 0 à 1 quand il y en a un qui vaut... Quand la probabilité de mesurer plus, c'est 1, la probabilité de mesurer 0, de trouver moins, c'est 0, et réciproquement. Donc on voit que ça, c'est un truc qui oscille autour de la valeur 1,5, hein, avec donc une amplitude qui est scalaire. C'est jamais 0, hein, bien évidemment, c'est le module au carré de quelque chose. De toute façon, c'est une probabilité, ça ne peut pas être moins que 0, mais c'est 0 de temps en temps. Et c'est 0 justement lorsque le spin s'est retourné et pointe maintenant dans la direction moins, auquel cas il n'a aucune chance d'être up, on n'a aucune chance de trouver plus h bar sur 2 quand on mesure son spin, puisqu'il a une valeur bien définie qui est moins h bar sur 2 à ce moment-là. Donc on ne peut trouver plus h bar sur 2 que s'il n'a pas de valeur bien définie, ou alors la valeur h bar sur 2 elle-même, c'est-à-dire s'il est soit resté, soit à nouveau dans l'état plus. Donc, et ici on a 1, évidemment ça ne peut pas être plus grand que 1 non plus. Donc voilà, enfin le cos carré c'est 1 plus cos 2, voilà. Et donc à quel endroit on est ici? Eh bien à l'endroit où le cos vaut à nouveau 0, quand ça vaut pi, donc c'est ce qu'on avait trouvé avant, c'est la moitié de la période, et donc c'est, je l'ai effacé bien sûr, c'est 1 sur 2 oméga 0 quoi. Pardon, pi sur, c'est quand oméga 0 t vaut pi, donc t vaut pi sur oméga 0, voilà. Et là, 2pi sur oméga 0, c'est la période de la précession. Je ne sais plus ce que j'avais écrit tout à l'heure, j'espère que c'est bien ça qu'on avait écrit, enfin en tout cas c'est évidemment ça. Et puis ça continue, hein. Ça va précesser à l'infini. Donc le spin, vu du haut encore, se retourne comme ça, avec la vitesse angulaire qui va bien, et voilà ce que ça donne. Ah bah non, pourquoi? Non, la vitesse angulaire, elle a l'air d'être 2 oméga 0 là. Oh là, je me suis encore planté avec les deux, excusez-moi. Comment ça se fait? Non? Non, donc phi vaut pi lorsque t
vaut pi sur 2 oméga 0. Bon, alors excusez-moi, il y a un facteur de... Depuis le début, je me perds, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'énoncé, entre les h bar sur 2, bon, je ne suis pas fan de cette notation, mais c'est sans doute parce que je ne suis pas bien réveillé. Bon, alors c'est probablement ça, enfin peu importe. Enfin, vous avez compris l'idée, ça a aussi une certaine pulsation, suivant comment, si on l'appelle oméga 0 ou 2 oméga 0. On a ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à dire là? Alors évidemment, si la probabilité de mesurer plus h bar sur 2, c'est ça. Probabilité de mesurer moins h bar sur 2, bah, c'est le complémentaire à 1. Alors, c'est le modulo carré de ce truc-là. Si vous le faites, vous allez voir que le signe moins, là, fait sortir au lieu du... ah oui, bah, il va y avoir un moins ici, et du coup, ça va effectivement donner signe carré. Enfin, de toute façon, ça ne peut pas être autre chose, donc faites-le si vous voulez vérifier, on obtient ça. Ah oui, alors donc ce que je vous avais dit, c'est que ça, c'est la façon un petit peu lourde de le faire, mais qui est très explicite, donc c'est pas mal. Hein. Vous vous intéressez à une grandeur physique donnée, et donc, si vous voulez les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat, le plus général, c'est d'exprimer l'état dans lequel est le système dans la base des états propres de la grandeur que vous mesurez. Si vous mesurez Sx, vous mettez dans cette base-là. Si vous mesurez S suivant Y, eh bien, vous avez intérêt à exprimer phi comme une combinaison linéaire des états plus Y moins Y cette fois. Et parce que du coup, la probabilité d'avoir plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2, c'est le modulo carré du coefficient correspondant écrit dans la base correspondante. Hein. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On s'intéressait à Sx et donc on s'est dit, tiens, on va écrire psi dans la base des états propres de Sx. Une autre façon de faire qui revient au même mais qui court-circuite un petit peu, si on ne nous demande pas tout, c'est plus simple de le faire comme ça, me semble-t-il, c'est que au bout du compte, lorsque vous écrivez psi comme une combinaison linéaire de plus x et moins x, ce que vous allez trouver, c'est que psi, finalement, c'est plus x psi plus x plus moins x psi moins x. D'accord? Le coefficient, dans ce développement-là, le coefficient de plus x, c'est justement le produit scalaire par plus x. Et le coefficient de moins x, c'est le produit scalaire par moins x. Donc, vous, ce que vous voulez au bout du compte, vous voulez la probabilité de trouver le résultat associé à ce vecteur-là. Donc, vous voulez le modulo carré de ça. C'est ce qu'on a fait, hein, d'ailleurs. On a calculé ça et on a calculé ça. Mais en fait, donc, tout ce que vous voulez, c'est... c'est plus x psi. Eh bien ça, il n'y a pas besoin d'exprimer psi dans la base des plus x, moins x comme on l'a fait, où il faut connaître l'expression, enfin, bon, de toute façon, il faut connaître l'expression de plus x en fonction de plus z, etc. Non, ce qu'on a fait, oui, c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on a fait exige d'abord d'inverser, parce qu'on sait exprimer plus x en fonction de plus z et moins z, puis moins x en fonction de plus z et moins z. Il nous a fallu inverser ce système-là pour exprimer plus z et moins z en fonction de ces deux-là, ce qu'on n'avait pas au début. Alors on l'a fait rapidement parce qu'on l'avait déjà fait avant, mais il faut d'abord exprimer cela en fonction de cela, et ensuite écrire ce que ça remplacer et regrouper pour le mettre sous cette forme-là. Alors qu'en réalité, tout ce que vous voulez, c'est plus x scalaire psi. Sauf que plus x, vous l'avez, justement. Alors allons-y. Plus x, on a dit que dans la base des plus z moins z, c'était 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et psi, dans cette même base, psi de t, là, eh bien on l'a là. C'est...
Ah oui, non, oui, pardon, oui, c'est ça. Ok, on l'a, c'est ça, d'accord. Et donc, ce qu'on veut, c'est juste le produit scalaire de ces nombres-là, modulo carré. Et donc, le produit scalaire, bah, c'est ça étoile fois ça plus ça étoile fois ça. Alors là, les étoiles sont égales au nombre même puisque c'est des réels. Donc, ça fois ça, ça fait 1,5. Plus ça fois ça, donc 1,5 facteur de 1 plus puissance I fois 2 oméga 0t. Alors évidemment, on retrouve ce qu'on avait avant, mais vous voyez qu'on le retrouve beaucoup plus vite, parce qu'on a déjà... Psi de t, on l'a. Bon, ça, c'est le vecteur qu'on regarde. Et on veut juste la probabilité de trouver le résultat correspondant à ce vecteur-là. Donc, il suffit de faire le produit scalaire avec ça. Ce n'est pas la peine d'exprimer lui en fonction de plus x et de moins x, puis d'exprimer lui en fonction de plus x, moins x, puis de les remplacer et de les regrouper pour voir qu'est-ce qu'il y a finalement en facteur de plus x. Il suffit de faire le produit scalaire avec plus x, parce que ce sera exactement ça, ce qu'il y a dans ce développement en facteur avec plus x. Hein, donc vous voyez, je l'ai fait complètement pour que vous voyez l'idée. Il s'agit effectivement d'exprimer psi en fonction des vecteurs propres de la grandeur que vous cherchez à mesurer. Mais il faut faire ça simplement pour avoir le modulo carré du coefficient. Or, le modulo carré du coefficient, ce n'est rien d'autre que le modulo carré du produit scalaire. Donc, si vous avez déjà les deux vecteurs, lui et lui, faites le produit scalaire, prenez le modulo carré et vous avez la réponse. Hein, sans tout écrire. Bon, je pense que vous avez compris. Et donc, on avait trouvé pareil. Donc, si on prend le modulo carré, on trouvera pareil et on trouvera cos carré. Ok. Bon, allez. Je pense que c'est tout. C'était la dernière question. Ah non, il en reste une. Alors, au lieu d'effectuer une seule mesure à l'instant t, donc là c'est ça, on a laissé évoluer le système jusqu'à l'instant t, et là on mesure. Et donc on a les probabilités qu'on a trouvées là. Donc au lieu de faire ça, on choisit d'utiliser un dispositif expérimental qui mesure le spin dans la direction OX, donc ce qu'on a fait là, de façon répétée avec une cadence extrêmement rapide. Délai entre chaque mesure négligeable par rapport à la période de précession de l'armor. Bon, la période, je ne sais plus si c'est avec le 2 ou pas, mais voilà. Donc il y a une certaine période de précession, ça va à une certaine vitesse angulaire, 2 oméga 0t, là, si on ne s'est pas gouré d'un facteur 2. Ça tourne comme ça. Donc là, on a laissé évoluer jusqu'à pendant un certain temps, puis pouf, on mesure et on regarde. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un dispositif expérimental qui mesure avec une fréquence beaucoup plus rapide que la fréquence de la rotation ici. Hein. Donc avec un delta t entre deux mesures beaucoup plus petit que le temps. C'est-à-dire qu'entre deux mesures, le vecteur a à peine tourné. D'accord ? C'est ça qu'on nous dit. Alors, qu'observera-t-on très probablement ? Alors attention, hein, c'est des probabilités, parce que chaque fois que vous faites une mesure, soit vous êtes dans l'état propre de ce que vous mesurez, et là, ça reste une probabilité, mais c'est une certitude dans le sens où la probabilité vaut 1 et la probabilité de trouver l'autre résultat, c'est 0. Mais sinon, il y a toujours une probabilité. Simplement, si vous êtes presque dans l'état, hein, si vous êtes dans l'état psi, qui vaut donc alpha plus x plus bêta moins x, si bêta est très petit, si le module carré de bêta est très petit et le module carré de alpha est très proche de 1, du coup, bon, très probablement, vous allez trouver plus h bar sur 2. Alors, donc, qu'observera-t-on très probablement ? Alors, c'est exactement ça. Donc, si vous démarrez dans l'état plus x, et vous mesurez tout de suite, il a commencé à tourner, mais à peine. Si vous mesurez très très vite, très probablement, vous allez trouver plus h bar sur 2. Mais du coup, si vous trouvez plus h bar sur 2, soit vous croyez à l'interprétation de Copenhague, ce qu'il ne faut pas faire, mais enfin, en pratique, ça se passe comme ça. Et donc, ayant mesuré h bar sur 2, c'est-à-dire ayant sélectionné en quelque sorte la composante correspondant à plus x, bon, ça devient illisible, enfin, vous avez sélectionné ça, donc maintenant, le système est dans cet état-là, et dans l'interprétation d'Everett aussi, et à toute fin utile, ou comment dire, dorénavant, le système se comportera comme s'il était effectivement dans cet état-là. Donc, quelle que soit l'interprétation de Copenhague, évidemment, tout le monde est d'accord sur ce qui se passe en physique. Hein, donc, enfin, en pratique, expérimentalement. Donc, si tout de suite, après avoir préparé le système,
avant qu'il ait eu beaucoup le temps de précesser, vous le mesurez, vous allez trouver plus h bar sur 2 pour la mesure, et vous allez forcer le système à être plus x. Donc, il a commencé à tourner, certes, mais vous, en le mesurant, vous le ramenez en quelque sorte à sa position initiale, puisque vous sélectionnez très probablement. Peut-être qu'à un coup, vous allez tomber sur moins x, parce que ce n'est pas impossible, hein, même si ça pointe un tout petit peu par là, ça veut dire qu'il y a une petite composante sur le vecteur orthogonal, c'est-à-dire le vecteur qui correspond à la... Enfin, orthogonal dans l'espace de Hilbert, c'est-à-dire le vecteur qui correspond à la direction opposée dans l'espace physique. Donc, il n'est pas exclu que de temps en temps vous trouviez moins, mais c'est très peu probable. Donc, très probablement, si vous mesurez tout de suite après le système, vous allez trouver h bar sur 2 et vous allez ramener le système à 0. Et puis, vous continuez à le remesurer. Très rapidement, à nouveau, vous avez une énorme probabilité que le système, que vous mesuriez h bar sur 2 et du coup que le système revienne là. Donc en fait, le système n'arrive pas à démarrer si vous le mesurez très très vite. Il y a une petite probabilité que, c'est pas qu'il va préciser, qu'il va se retrouver d'un seul coup de l'autre côté si vous mesurez moins. Mais très probablement, c'est ça la question, hein, que va-t-il se passer, qu'observera-t-on très probablement? Eh bien, très probablement, vous allez observer toujours cette valeur-là, vous allez ramener à 0, remettre les compteurs à 0, et donc en fait, il va se passer en pratique comme si en fait il n'y avait pas de précession du tout. En le mesurant très très vite, en fait, vous l'empêchez de démarrer, vous l'empêchez de démarrer, enfin de précesser suffisamment pour que la probabilité de trouver l'état de départ ne soit un peu significativement différente de 1. Donc si vous mesurez très très vite, c'est-à-dire avec un delta t petit devant la période de précession, en fait vous allez en quelque sorte scotcher le spin dans la direction x. Alors après on nous dit pourquoi parle-t-on d'effet Zénon quantique? Donc ça, j'espère que vous connaissez les paradoxes de Zénon. Si ce n'est pas le cas, allez très vite sur mon autre chaîne YouTube, la chaîne E.T. d'Orion, et vous verrez, j'ai fait 3 ou 4, je sais plus, vidéos sur les paradoxes de Zénon qui sont absolument majeurs, c'est vraiment très important. Donc, mais en tout cas, vous connaissez probablement le paradoxe de Achille et la tortue, par exemple, hein, qui dit que donc vous avez la tortue qui avance à une certaine vitesse, et puis Achille qui avance beaucoup plus vite. Mais Zénon fait remarquer que Achille ne rattrapera jamais la tortue, parce que pour que Achille rattrape la tortue, il faut déjà qu'il parcourt la moitié du chemin qui le sépare de l'autre. Pardon, le paradoxe est un petit peu différent. Pour que Achille rattrape la tortue, il faut déjà qu'il arrive au point où la tortue était à un instant donné. Mais quand Achille arrive là, la tortue elle a avancé. Et donc, il n'a pas rattrapé la tortue. Donc, par contre, s'il veut maintenant, il faut donc faire une étape de plus. Il faut maintenant qu'il arrive au moins là où la tortue était à l'instant dont je viens de parler. Mais le temps qu'il arrive là, la tortue aura avancé un petit peu. Alors maintenant, il faut que Achille se retrouve à la nouvelle position de la tortue. Mais quand il y sera, la tortue aura avancé. Et donc, il va falloir faire une infinité d'étapes, mais aucune de ces étapes ne sera la dernière étape où Achille aura rattrapé la tortue, puisque en fait, elle sera toujours un peu plus loin, puisque même si elle avance doucement, elle avance quand même. Bref. Et donc, on peut retourner ce paradoxe et réaliser qu'en fait, non seulement on ne peut jamais rattraper la tortue, mais vous ne pouvez même pas démarrer en fait, parce que, alors je vais le faire autrement, donc ça c'était Achille et la tortue, mais une autre version de ce même paradoxe de Zénon, c'est que vous ne pouvez jamais atteindre un certain endroit, parce que pour atteindre cet endroit-là, il faut déjà faire la moitié du chemin, et puis après il vous en reste, donc vous faites encore, si vous voulez faire la deuxième moitié, il faut bien faire la moitié de la moitié qui reste, mais il vous en reste encore. Ok, donc vous allez la parcourir, mais pour faire cette étape-là, il faut au moins faire déjà la moitié. Et donc à chaque fois, il vous en reste, et donc il y a une infinité d'étapes où vous faites que la moitié du chemin qu'il faut parcourir. Et dans ce processus, quelle est la dernière étape? Il n'y a pas de dernière étape, puisque à chaque fois, il vous en reste un peu. Et donc, le paradoxe conclut qu'il est impossible de rattraper un point. Et donc, si on inverse à nouveau ce raisonnement,
on réalise que en fait, on peut même pas démarrer. Parce que si vous voulez commencer à vous déplacer, si vous voulez aller quelque part, il faut déjà que vous passiez par la moitié du chemin. Donc, avant de pouvoir aller là, il faut que vous alliez là. Mais avant d'aller là, il faut pouvoir aller à la moitié de ce chemin-là. Mais pour faire ça, il faut déjà aller à la moitié de ce chemin-là. Et donc, en fait, il y a une infinité d'étapes à accomplir avant même de pouvoir démarrer. Or, vous ne pouvez pas accomplir une infinité d'étapes puisque ce serait, c'est laquelle la première de cette infinité d'étapes? Elle vous amène où, la première de cette infinité? Il n'y a pas de première, c'est ça le problème. C'est que dans cette succession d'étapes qui sont incontestables, pour aller quelque part, il faut passer par la position moitié, ça c'est absolument incontestable. Et donc, quelle est la première étape de ce processus? Il y a une infinité d'étapes dont vous êtes incapable de faire la première. Autrement dit, ça ne peut pas démarrer. Bref, bon, c'est ce jeu avec l'infini qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Si vous croyez que le problème a été résolu en disant que la somme d'une série peut être finie, la somme des 1,5, la somme des 1 sur 2 puissance n, ça fait 1 et donc tout va bien. Enfin, ou 2 si on compte le premier terme ou pas, ça c'est la version naïve de la résolution du paradoxe de Zénon qui en réalité n'est pas résolue si on creuse un peu plus profondément. Donc je vous renvoie à mon autre chaîne YouTube où je parle un petit peu de ce problème-là. Mais donc, là on nous demande pourquoi on appelle ça l'effet Zénon quantique. Parce qu'en fait, il y a un peu de ça. On s'aperçoit que donc en mesurant le système, en fait, on l'empêche de pouvoir démarrer. Il n'arrive pas à démarrer parce que pour pouvoir se retrouver là, enfin, ça lui prend un certain temps. Et si, donc, quel que soit le petit angle θ qu'il s'agit d'atteindre, si vous mesurez avant qu'il ait pu l'atteindre, eh bien, vous l'avez ramené à 0. Alors évidemment, l'analogie n'est pas parfaite, mais enfin, on appelle ça effectivement parfois l'effet Zénon quantique, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui spontanément doit précesser, et tant qu'on ne le mesure pas, il précesse. Si vous le mesurez au bout d'un temps t et qu'il se retrouve par là, vous allez trouver les probabilités qu'il faut. Vous pouvez faire l'expérience, il n'y a absolument aucun doute. Mais si vous le mesurez très vite, eh bien, à chaque fois, vous allez le forcer à manifester un des états propres de la grandeur physique que vous mesurez. Et très probablement, si vous mesurez très vite, très probablement, vous allez retomber sur l'état de départ, puisque la probabilité de trouver l'autre état est quasi nulle. Donc si vous mesurez très très vite, en fait, c'est comme si vous... Enfin, bon, vous pouvez vous représenter que vous tombez dans le paradoxe de Zénon, où en fait... vous ne pouvez pas démarrer parce que pour démarrer, il faut déjà faire un petit bout, mais ce petit bout, vous ne pouvez jamais le faire parce que la mesure elle-même vous empêche de le faire. Bon, enfin, c'est une façon de présenter les choses. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit utile d'appeler ça le paradoxe de Zénon, mais c'est vrai qu'on trouve ça dans la littérature, on appelle ça le phénomène de Zénon quantique, mais il y a des applications quand même très importantes, parce que vous voyez bien que du coup, en mesurant le système, vous l'empêchez d'évoluer, alors que sinon il évoluerait. Donc il y a des tas de choses, vous pouvez imaginer qu'il y a des tas de choses qu'on puisse faire avec ça, y compris d'ailleurs un système qui pourrait être devoir décroître, et le fait de le mesurer à un moment où la probabilité qu'il ait décru est encore très très faible, en le mesurant, du coup il n'a pas décru, enfin il ne s'est pas désintégré, d'accord, et du coup en le mesurant sans cesse, vous empêchez qu'il se désintègre, alors que pourtant c'est une particule instable enfin un système instable qui devrait se désintégrer. Donc la mesure elle-même fait que vous pouvez, la mesure fait que vous contraignez le système à faire des choses qu'il ne ferait pas spontanément, ou l'inverse, enfin bon, ouais, vous voyez l'idée. Bon, allez, je m'arrête là. Il reste un exercice dans ce TD sur l'intrication. Alors ça, c'est très intéressant aussi, mais je traiterai donc la prochaine fois. Alors, à la prochaine vidéo. Au revoir.